Là où étaient les frères Kouachi dans le bureau du directeur, je vais être très cash là-dessus, c'était du tir au lapin. Bonjour à tous et bienvenue dans le Shotio. Aujourd'hui, c'est une rencontre exceptionnelle qui vous attend puisque je rencontre Aton, un ancien membre du GIGN qui a une vie hors du commun. C'est parti. Aton a passé 15 années mémorables au GIGN, mais pour en arriver là, le chemin fut parsemé d'embûches. Plus jeune, des camarades de classe le battaient, le harcelaient, il apprend à se défendre et âgé de 16 ans, Aton n'a qu'un objectif en tête, entrer dans les forces spéciales. Et ton père, il t'a dit, si tu veux pas te faire bouffer, il faut être un loup. Est-ce que tu t'en souviens de cette phrase? Ah ouais, ça a été un choc. J'ai été victime. Victime de harcèlement, victime de violences injustes de la part des plus grands en école primaire. Et à un moment donné, mon père me dit, bah voilà, il faut que tu choisisses en fait. C'est soit tu te recroquevilles sur toi, tu te fais discret, tu n'existes plus. Ou alors, t'estimes que t'as ta place sur Terre, quoi, et puis t'as quelque chose à y faire. Et tu vas te battre pour ça et tu vas prendre ta place. Et en fait, les inspirations, alors c'était simple. À l'époque, c'était Stallone, c'était Van Damme, c'était Schwarzenegger, c'était des physiques forts qui ont dû se battre pour réussir. Et qui se sont heurtés à l'adversité des gens, à devoir prouver en permanence. Il a fallu se battre, alors physiquement parfois. Mais d'accord, la violence ne résout pas tout. Ah non, bien sûr, la violence ne résout pas tout, mais elle résout certaines crises. Sinon, il n'y aurait pas de GIGN, il n'y aurait pas de forces spéciales et tout ça. On n'irait pas travailler avec des armes. Si c'était pas une solution envisageable. Par la suite, Aton s'essaye au test d'entrée du groupe d'intervention et sera reçu du premier coup. Et après avoir résisté aux 3 mois de formation, la grande aventure au GIGN commence. Ta première opération, elle était en Corse, il me semble. Ouais. Tu peux me la raconter ou pas? Je suis en tête de colonne, on doit monter à l'étage et intervenir dans une chambre où dans cette chambre, il y a un individu qui est dangereux, qui est censé nous attendre avec une arme. C'est pour ça que c'est le GIGN qui est employé, c'est un terroriste. Et en fait, la porte explose, on monte dans l'appartement, on monte les escaliers, et là, je me retrouve face à une porte, j'ouvre la porte, arme au poing, lampe allumée, laser allumé, et en fait, qu'est-ce que je trouve? C'est un enfant. Et il est debout, parce que l'explosion l'a sans doute réveillé. Ce que je vois, c'est mon halo de lumière autour de sa tête et le laser sur sa tête. Et là, tout de suite, faut se réajuster, faut enlever le casque, j'ai enlevé la cagoule, j'ai rangé l'arme, je l'ai pris dans mes bras, j'étais vite rassuré. Et ça, en fait, j'ai découvert que c'était aussi une des missions au GIGN. Il me semble qu'en 2012, tu as fait une opération à Bagdad. Donc moi, je suis resté 3 mois à Bagdad. Quand j'ai posé le pied à Bagdad, ils m'ont mis le gilet pare-balles, ils m'ont donné le fusil d'assaut et une radio, ils m'ont dit « ça commence maintenant ». Moi, je pensais qu'on allait avoir le temps d'aller à l'ambassade, de poser les valises, d'avoir un briefing. Non. Et on a pris la route, la route de tous les dangers, là où il y a beaucoup de roadside bombs qui pètent, où les mecs étaient même payés pour un trajet $1800. Il y avait un véhicule sur 4 qui pétait pratiquement. Donc quand on a pris cette route, on m'a dit « ouais, là, ça pue, là ». Donc ok, j'ai pris conscience du truc. Et ça s'est bien passé finalement. J'ai quand même pris une bastos dans le pied. Oui, que je me suis mis tout seul. Un de mes collègues s'est moqué. Et même pas un an après, il s'est mis une balle dans la main. Voilà, faut jamais se moquer en fait. 2008. Un psychologue est pris en otage à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis par un détenu qui devenait très menaçant. Aton prend ses responsabilités, c'est la première fois qu'il tue quelqu'un. Pourquoi l'opération à la prison de Fleury-Mérogis, c'est une des plus difficiles mentalement? Parce que ça a été l'une des plus difficiles techniquement. Comme on m'avait demandé de l'avoir vivant, et avec le médecin, d'une décision commune, on a décidé de lui tirer dans la colonne vertébrale par le cou. J'avais une fenêtre de tir à peu près comme ça, au niveau du cou. Si je visais l'épaule et que je la loupais, il pouvait encore égorger l'otage. Alors que là, en fait, je pouvais que louper mon tir vers le haut parce qu'instinctivement, l'otage est quand même préservé dans une zone très rouge sur ma visée. Donc en fait, j'aurais levé le tir, je l'aurais tué. Et j'acceptais en fait la responsabilité de le tuer. Pour moi, c'était presque une exécution. Quand tu te dis que tu es un bourreau, quand tu dis que la précision du tir, allez, t'as jamais fait ça. Ça a été très dur en point de vue gestion de stress, parce qu'il a fallu intégrer sur le plan humain que j'allais peut-être tuer quelqu'un, et d'ailleurs il est mort, quelques temps après, des suites de ses blessures. 7 janvier 2015. Les frères Kouachi exécutent 12 personnes à Charlie Hebdo. Les terroristes sont localisés dans une imprimerie de Seine-et-Marne. Le GIGN est appelé en renfort et Aton est en tête de la première colonne. Pour moi, où elle est marquante, c'est qu'il y a eu le choix d'un chef qui a fait le choix de me mettre chef du trinôme de tête. C'est-à-dire là où étaient les frères Kouachi dans le bureau du directeur. On n'est pas rentré dans le bâtiment, ils sont sortis du bâtiment. Ils se sont mis un peu en difficulté, mais ils n'en pouvaient plus, je pense, de cette pression d'attendre. Et moi, j'étais pareil, j'étais prévu en tête et j'en pouvais plus. J'avais qu'une envie, c'était d'en découdre. Après, sur la mission en elle-même, je vais être très cash là-dessus, c'était du tir au lapin. C'est-à-dire ils sont sortis, ils ont tiré, le GIGN a tiré, on les a neutralisés. Et c'est tout ce qu'ils méritaient, quoi. Je déteste les terroristes. Et en même temps, j'ai de la peine pour eux. Parce qu'en fait, c'est des âmes perdues, quoi. Et ça montre un échec de l'humanité. Ils méritent la mort pour ça,
mais quelque part, il y a quand même des leçons à en tirer dans la prévention. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir vraiment un sentiment de victoire après une mission? C'était en 2009, sur la mission du Ponant. C'était un trima qui avait été pris en otage dans le golfe d'Aden. C'était prévu un assaut, sauf que l'assaut ne s'est pas fait. Ça a été négocié, on a récupéré les preneurs d'otages, ils ont été arrêtés. Et en fait, on a ramené les otages sains et saufs. Nous, on est resté GIGN dans l'avion. Les otages sont descendus de l'avion, ils ont couru vers leur famille. Et moi, en fait, j'étais au hublot et j'ai regardé ça. Je me suis dit, on a fait du bon taf là. J'étais très ému. Je crois même que j'ai eu les larmes à l'œil, moi je suis sensible. C'est quoi le choix le plus difficile que tu as eu à faire? On fait toujours des briefings avant de faire une mission où les choses sont très théoriques. C'est posé, on a un plan, un tableau, hypothèse 1, hypothèse 2, s'il se passe ça, on fait ça, les conséquences, c'est de la gestion de crise. Et en fait, quand on se retrouve sur le terrain, l'environnement peut paraître complètement différent. Et puis il y a tout un tas de choses qui se passent qu'on n'avait pas prévues. Soit je suis le briefing, ou alors je fais confiance à mon instinct et je fais un autre choix. Donc j'ai eu des choix difficiles à faire en intervention qui peuvent être juste, au lieu d'aller à droite, je vais à gauche. Ce qui fait que derrière, il y a toute une réarticulation. Et c'est vrai que tu avais une vie de famille pendant toute ta carrière au GIGN. Est-ce que c'est vraiment une responsabilité supplémentaire? Ah non, en mission, on fait abstraction. En mission, si tu commences à dire « ouais, je suis père de famille et tout », non, il faut y penser avant, dire qu'en fait, tu te dois de revenir. Il faut savoir que toi, tu vis ta passion, tu es prêt à mourir pour ça, mais que si tu meurs derrière, qu'est-ce qui se passe pour la famille? Moi, j'ai une prothèse au cervical, je suis plus au GIGN, je suis inapte. Et la famille, tu y penses, tu dis ouais, pour eux, il faut que je me préserve. Mais tu as toujours été transparent à 100% sur les risques avec eux? Non, bien sûr que non, tu peux pas tout dire. Moi, ma femme, en fait, on avait dealé que je pouvais lui dire le maximum de ce que je pouvais. Qu'elle était prête à entendre. Certains faisaient le choix de ne rien dire du tout. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait rien de pire pour elle que le doute. Ouais. Quand j'étais par exemple en appui, c'est-à-dire je pouvais être à 50 mètres de la baraque où il y avait la crise, avec un fusil, je risquais pas grand-chose. Donc quand c'était ça, je l'appelais, je lui disais écoute, on est sur un forcené, je suis en appui. Bon, c'est pas arrivé souvent, je m'arrangeais toujours pour être en tête ou dans la colonne. Et beaucoup de collègues aiment ça, c'est un peu la guerre, pour essayer qui va être en tête. Donc parfois sur le briefing, ça bataille un peu, quoi. Et toi, en fait, tu étais prêt à donner ta vie pour la France. Est-ce que ça serait prétentieux de dire que tu es un héros? Ah ouais, non, je suis pas un héros. Pour moi, le héros n'existe pas, c'est le Marvel. Depuis tout petit, le héros, c'est Superman. Ça, c'est un super héros. Non, c'est un héros. Non, il y a des situations héroïques, mais en fait, comme rien n'est gagné d'avance, tu peux gagner comme tu peux perdre. Le danger, il est partout. On a eu des morts en exercice, on a eu des morts en mission. Et puis, c'est pas parce qu'on a 15 ans ou 20 ans de GIGN qu'on est moins en danger. J'en ai un dans mon groupe qui est décédé en mission, c'est Fred Mortier. C'est extrêmement dur parce qu'en fait, on s'attend pas à la mort du collègue, mais c'est même pas un collègue, je peux pas le voir comme ça. Il y a une amitié entre nous, alors pas tous, faut pas se leurrer. Les GIGN ne sont pas tous amis, super frères et tout. En mission, oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait cette force, c'est qu'en mission, on est tous des frères, sincèrement. Non, nous, on est des hommes de chair, de sang, soumis aux blessures comme tout le monde, soumis aux émotions comme tout le monde, et puis on prend dans la gueule comme tout le monde. C'est l'adversité, et puis il y a des moments, on sort du lot. On se dit, waouh, ce que tu as fait, c'était génial. Oui, c'est dû à un travail, mais on réussit jamais quelque chose tout seul. Donc on n'est pas un héros, c'est le GIGN qui est un héros. Je serais peut-être l'orteil gauche de Superman, quoi, voilà. Et le GIGN, ce serait Superman. À 40 ans, cet ancien membre du GIGN a décidé de quitter ses fonctions. Son histoire, il la raconte dans Confession d'un Ops et dans Feral, où il délivre des conseils aux jeunes pour savoir se sortir de toutes les situations. Pourquoi c'est une nécessité que tout le monde sache se défendre? Parce que le monde est cruel. On m'a envoyé une vidéo encore hier soir d'un jeune, je sais pas quel âge il a, qui s'est fait tabasser par 10 mecs. Et il est dans le coma. Il n'y a plus de résolution de crise à la loyale. C'est de la violence gratuite. Moi je pense que savoir se battre, c'est bien déjà d'un point de vue sportif. Moi je pense qu'il faut avoir la connaissance de certaines techniques. Comme déjà savoir mettre quelqu'un KO très rapidement, quoi. Avoir le vice même. Il faut connaître le cadre de la légitime défense et faire en fonction de ça. Et à un moment donné où tu te dis, là les mecs veulent atteindre à ma vie, donc j'ai carte blanche. Je sors, on s'en prend un mois, le mec il a un couteau, il se trouve que, je sais pas, moi j'ai un tournevis à côté, un marteau, tu loupes ton coup de couteau, moi mon marteau il s'enfoncera dans ton crâne, et si je te tue, je suis prêt à l'accepter. T'as une citation pour finir? Impossible n'est rien. Et celui dont le pied glisse montre le chemin à beaucoup.